démêler les pinceaux, démêler le sens des œuvres et partir à la rencontre des artistes qui animent le monde de l'art contemporain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Démêler les pinceaux. Aujourd'hui, nous avons rencontré Géraldine Tobé, une artiste originaire de Kinshasa. Elle nous explique sa technique particulière de peinture à la fumée et la spiritualité qui est au cœur de son travail. Bonjour Géraldine Tobé et merci beaucoup de participer à ce nouvel épisode de Démêler les pinceaux. Vous êtes née en 1992, vous êtes originaire de Kinshasa et vous êtes artiste. Vous inaugurez dans quelques semaines une exposition à la Lever House à Bruxelles. Comment est-ce que vous êtes devenue artiste ? Comment est-ce que l'art est-il entré dans votre vie ? Merci beaucoup Jeanne pour cette interview. Je dirais que quand j'étais gosse, quand j'étais enfant, dans ma famille, mon frère aîné qui est juste devant moi, c'est lui qui avait un rêve de devenir artiste. Moi, je pensais à autre chose. Alors, comme j'étais si proche de lui, c'est grâce à lui que j'ai commencé à faire mes premiers dessins. Dans ma famille, ma mère, elle n'était pas trop partante que je fasse de l'art. Parce que chez nous, au Congo, quand tu laisses ton enfant faire de l'art, c'est comme si l'enfant n'aura pas de l'avenir. Parce que ça promet pas, c'est comme si tu t'es jeté dans un vide. Alors ma mère, elle ne voulait pas que je fasse de l'art. J'ai fréquenté les lycées, donc elle m'avait orientée sur d'autres options. Mais bizarrement, comme j'avais déjà commencé, creuser dans ces aspects artistiques, ça m'a rattrapée. Donc, je m'embrayais à l'école. J'étais très distraite à l'école parce que mon esprit était ailleurs. Je faisais les dessins derrière mon cahier. Et c'est comme ça que notre enseignant m'a surpris. Il m'a puni. Alors, je devais être exclue de l'école pendant 3 jours parce que j'ai dérangé pendant les heures de cours. Alors, on m'a amenée au bureau de la chère préfète qui devrait signer mon exclusion de l'école. Et comme c'était une Italienne, elle a vu ce que je faisais. Et elle a dit que ma place n'était pas ici, je devais faire le Beaux-Arts. Et c'est elle qui a convaincu ma mère de m'orienter sur une école de Beaux-Arts. C'est comme ça que je suis partie à l'école de Beaux-Arts. J'ai lu que vous avez eu aussi une grand-mère qui vous a poussé vers cette voie ? Oui, tout à fait. Dans ma famille, j'ai eu la chance d'être proche de ma grand-mère, bien que c'était pas pour très longtemps. Le peu de temps que j'ai passé avec elle sur le plan spirituel, c'était déjà beaucoup. Elle m'expliquait l'art, mais elle ne prononçait pas l'art, elle parlait d'autres choses. Pendant la période ancestrale où l'art était au service de la société, l'art permettait à l'éducation, à l'enseignement, à l'initiation et autres. Et comme j'étais déjà à l'école de Beaux-Arts, elle m'en parlait parce que pour elle, elle souhaitait que je puisse me réapproprier cette philosophie ancestrale. Elle me disait que l'art, ça n'appartenait pas même aux artistes qui créaient des objets. C'est la raison pour laquelle, si vous regardez sur les objets, les artistes n'écrivaient pas leur nom. Parce que c'était pas quelque chose qui appartenait à eux, mais plutôt à la société. Donc c'est comme ça que l'art est universel. Elle m'a appris ces enseignements-là. Je suis grandie dans cette éducation. Et à mon tour, je me suis réappropriée de cette façon de faire. Si on revient un peu sur votre parcours, quand vous étiez enfant, vous avez été accusé d'être enfant sorcier ? Oui, parce que dans mon pays, le taux de pauvreté est très élevé. Alors généralement, quand les gens sont pauvres, plus ils sont très croyants. Et généralement, quand des choses ne marchent pas dans la famille, de temps en temps, il faut chercher à qui faire porter les chapeaux pour que les films prennent un sens. Et dans mon pays, généralement, ce sont les enfants qui sont victimes parce qu'ils sont inoffensifs, ils sont sans défense. Tout ça là, c'est dû aussi à l'ignorance. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est sous l'emprise de religion. Kinshasa est rempli des églises. Vous verrez sur une avenue 14 églises. Tous prient qu'un seul Dieu, mais ils ne s'attendent pas entre eux. Donc, c'est là où on remarque qu'il y a déjà un problème. Parce qu'ici,
on prie un seul Dieu. Pourquoi on va s'épétiner sur le jambe? Donc, oui, j'étais victime de l'enfant sorcier, mais par contre, moi, je garde un bon côté de cette expérience-là d'être enfant sorcier. Je sais que c'est un peu particulier. Moi, je suis comme ça, donc je tire le bien même dans le mal, voilà. Et je dirais que c'est grâce à cette expérience d'être acquise enfant sorcier. C'est ça qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je sais ce que ça fait d'être calmonier. Ce sont les circonstances de la vie qui définissent qui nous sommes. Hier, j'étais enfant sorcier, mais t'inquiète, même aujourd'hui, ça continue. Pour beaucoup, je suis une sorcière. Parce que les gens ne me comprennent pas, donc c'est normal. En fait, dans ma société, quand on ne comprend rien, du coup, on qualifie ce qu'on ne comprend pas la sorcellerie. Voilà. Donc, ce sont des spéculations. C'est la raison pour laquelle nous, les artistes qui ont été victimes de tout ça là, nous devons faire un travail pour justement aider ces enfants qui sont présentement là victimes de tous ces calmonies. Ouais. Vous l'avez dit, vous avez étudié à l'Institut des Beaux-Arts de Kinshasa. Et puis, il y a quand même un moment où vous brûlez toutes vos œuvres d'école. Est-ce que ça, c'était un moment décisif pour vous? Tout à fait, parce que, tu sais, Jeanne, quand tu as tellement de choses à dire, parce que l'art, c'est aussi une façon de se communiquer, de parler sans voix. C'est ton cœur qui parle, c'est ton intérieur qui parle. Donc, tu n'as pas besoin d'utiliser la bouche pour parler. Voilà, parfois, la bouche manque de maîtrise et elle dit du n'importe quoi. Mais quand c'est l'intérieur qui parle, là, ça devient intéressant. Alors, j'étais dans la recherche. Je voulais faire quelque chose, autre chose, qui ne sera pas forcément de la peinture. J'étais à bout parce que j'étais en train de me rechercher. Alors, comme j'étais peintre, je me suis dit, mais généralement, on le voit même dans nos familles, des fois, les enfants sont très distraits parce que les parents sont là. Les parents font tout pour eux. Voilà, mais des fois, ces enfants-là, ils oublient qu'un jour, les parents ne seront plus là. Alors, des fois, quand tu essayes d'effacer un peu tes parents, ça va t'aider à devenir responsable et à dépasser tes limites. Alors pour moi, le confort d'être peintre, de faire de la peinture, d'un côté, ça m'est bloqué un peu. Je ne savais pas dépasser mes limites. Je ne savais pas atteindre ce que je cherchais dans mon imagination. C'est là où j'ai eu l'idée d'essayer d'effacer mes parents artistiques. J'ai détruit mes toiles, je les ai tous brûlées. Et pendant que j'ai brûlé mes peintures, j'avais très mal parce que c'était quand même mes bébés que j'avais sacrifiés. Imaginez-vous, pendant toutes les années que j'ai passées à l'Académie des Beaux-Arts, j'ai fini aux Beaux-Arts, mais j'ai continué toujours à faire de la peinture. Donc, s'en débarrasser comme ça, sur le plan émotionnel, c'était un grand choc. Et avec moi, j'ai rebondi vite quand je suis choquée. À chaque fois que je tombe, je me relève encore beaucoup plus forte. Donc, c'est la raison pour laquelle j'accepte la vie telle que ça se présente. Donc, j'avais mal de voir mes peintures s'envoler parce que ça s'est consumé dans le feu. Et tout en observant, je vois le grand feu avec beaucoup de la fumée parce que la peinture, comme ce sont des matières chimiques, donc ça donne beaucoup plus de la fumée. Et je regarde, je dis, et si je récupérais la fumée qui est comme l'âme de ces tableaux de peinture? Et c'est là où tout a commencé. C'était ces jours-là que je me suis dit, désormais, je vais commencer à travailler avec de la fumée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette technique particulière de peinture avec la fumée? Comment est-ce que vous procédez exactement? Alors, je commence d'abord par me ressourcer intellectuellement. Donc, je fais d'abord des recherches, je me lance dans la lecture, collecter un peu les informations auprès de personnes qui sont mieux placées pour me l'accorder. Après, je vais mettre toutes ces idées-là
Après, quand je sens que ça commence à avoir un corps, là, je vais maintenant faire des dessins de maquettes sur de papier pour voir clair sur mon idée. Et pourquoi je fais tout ça là? Je vais vous expliquer. C'est parce que quand j'arrive à l'étape de brûler l'étoile pour faire les œuvres, ça, c'est une étape très complexe où même moi-même, je ne contrôle pas ça. Donc, après que je finis à faire mes petites maquettes, à ces moments-là, je vais maintenant passer sur la toile. Mais sur la toile, je commence d'abord à faire des dessins sur de gros papiers. Je fais tous mes dessins sur le gros papier. Je m'assure que voilà, c'est ce que je voyais dans ma tête. Si c'est OK. Après, je vais me mettre à découper ces dessins. J'utilise l'intérieur et la partie retirée. Voilà, parce que la partie retirée, ça m'aide à avoir de volume. En tout cas, c'est une technique très, très complexe. Donc, je ne saurais vous expliquer. Peut-être faut être là pour voir tous ces... Parfois, dans ma tête, je me perds même dans ces processus-là. Et après, je vais coller soigneusement ces papiers-là sur la toile, cette forme-là. Après, je vais récupérer la partie coupée. Je vais commencer à découper toutes les parties essentielles, là où il y a le volume et autres. Je vais encore le remettre sur... Donc, je coupe, je reconstruis, je détruis, je reconstruis. Et juste après, quand je vais vraiment voir que c'est ça, je vais passer à une autre étape qui est très importante, très indispensable. C'est que je dois créer des formules. Parce que la fumée que j'utilise, je dois créer un mot d'emploi qui va me guider quand je me mettrai dans le four. Donc, je vais d'abord créer des formules. Il n'y a que moi, celle qui comprend, et mon assistant, les endroits où je dois vraiment mettre plus du feu pour avoir une fumée très, très sombre, là où ça serait léger, et je dois tenir compte du vent, parce que comme je travaille avec le feu, généralement, l'oxygène quand ça entre, ça dérange le feu. Donc, je dois sentir le vent. Et comme je n'ai pas le matériau approprié, je me suis fabriqué un matériel qui m'aide où je trempe mes mains dans l'eau et puis je les soulève comme ça à travers toute la pièce. Et là où je vais sentir une grande fraîcheur, à ce moment-là, je saurai, ah non, il y a plus l'oxygène qui entre par ici. Et une fois que c'est fait, j'ai toutes ces formules-là. Maintenant, à ces moments-là, je demanderai à mon assistant, on va soutenir le tableau, puis on va monter sur l'échelle, on va les crocher maintenant sur le plafond. Donc moi, je peins tout en regardant le ciel. À ce moment-là, je vais prendre maintenant la lampe à pétrole. Et d'ailleurs, une petite parenthèse, pourquoi la lampe à pétrole? Parce que quand j'étais enfant, ma mère, c'était une femme commerçante qui vendait nuitamment. Alors, pour éclairer ses marchandises, elle utilisait cette lampe de pétrole qui donnait beaucoup de la fumée, beaucoup. Alors, on en avait beaucoup à la maison. On l'utilisait aussi pour éclairer notre maison. Ouais. Donc, ce sont vraiment les lampes avec qui j'ai grandi. Quand ça serait suspendu au-dessus, à ce moment-là, je vais maintenant prendre la lampe et je vais entrer en dessous de la toile. Et puis, je vais commencer. Mais ça, c'est encore une opération très difficile. C'est là où la création me donne des chaos. Et là, je serai en train de remplir l'espace avec de la fumée. Mais je tiens quand même à souligner que pendant la création, je participe à la création, mais je ne contrôle pas ma création. C'est la création qui se crée elle-même. Parce que je vous avoue, même moi-même, quand je fais ça, je ne sais pas si ça serait quoi le résultat. Donc, pour moi, je ne suis pas un artiste qui sait exactement « Ah, je vais faire ça, ça va donner ça ». Moi, en tout cas, c'est comme si tu fais quelque chose, mais les yeux bandés, quoi. Donc, c'est ça. Après, une fois que c'est fait, on va le retirer de là-haut. Je vais retirer le papier et puis je vais voir s'il y a des choses qui m'ont échappé ou bien que je dois ajouter. Mais généralement, je suis émerveillée de voir ce que ça donnait. Je dis, ah,
Mais attends, mais dans mon maquette, là, c'était pas comme ça. Donc, c'est ça la création. Donc, ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre du rituel, alors? Oui, une part, c'est vraiment un travail de rituel aussi. Ma grand-mère me disait que les artistes entraient en transe pour pouvoir arriver à donner un corps à ces esprits. Donc, normalement, ces sculptures-là, ce n'étaient pas des objets de la beauté, de la décoration, c'était des objets physiques qui incarnaient les esprits. C'est là où j'ai compris que l'art, ça part au-delà du simple tableau de peinture ou bien une sculpture. Et comme moi, je suis cette démarche-là, je cherche à entrer en transe pour pouvoir donner aussi un corps à ces esprits. La spiritualité vous intéresse beaucoup, mais donc forcément la mort également. Et vous avez fait un voyage à Madagascar pour étudier leur tradition? Oui, la mort, ça m'intéresse beaucoup. Je sais pas le pourquoi, mais depuis quand j'étais enfant, j'étais toujours un peu proche de la mort comme ça. Je suis partie au Madagascar faire une résidence de 2 mois et demi. Et là-bas, quand je suis arrivée, c'était très fort parce que on m'a accueilli. Après, on m'a parlé de ces pratiques famadiana, à langue malgache, en français qui veut dire tout simplement le retournement de mort. Donc, c'est un festival où le malgache visite leurs membres disparus, voilà, pour les commémorer, manger ensemble avec, ainsi de suite, parce que pour eux, ils m'ont expliqué que la mort, c'est pour le corps. La mort n'est pas pour l'esprit. Et ils ont raison parce qu'après, ma grand-mère m'avait dit une fois que nos ancêtres, ils continuent à vivre à travers nous parce qu'on porte leur sang. C'est la raison pour laquelle dans nos familles, vous remarquerez que mais cet enfant, il ressemble à un grand-parent, ainsi de suite. Et voilà, donc c'est le corps qui est parti, mais leur esprit, ça continue à vivre avec nous. Parce que l'esprit est éternel. Alors moi, j'étais choquée parce que au Congo, on est très chrétien et nous, notre conduite de vie, on se réfère par rapport à la Bible. La Bible nous dit, il n'y a plus la relation entre le mort et les vivants. Laissez les morts enterrer leurs morts. Alors chez nous, quand tu es décédé, on commence à avoir peur de toi. Même tes vêtements, on ne va plus y toucher. Quand on t'enterre, on te dit, écoute, bye bye, il ne faut plus revenir, tu n'es plus le nôtre. Même porter cette personne-là dans tes pensées, pour nous, les chrétiens, surtout au Congo, c'est sous forme d'une malédiction. Alors, quand je suis arrivée au Madagascar, mais je vis le contraire. Hein. Alors, j'étais glaciée. J'étais waouh. Et quand ils m'ont dit que non, ils vont aller au cimetière pour justement déterrer le corps du défunt. Mais là, c'était au-delà de moi. J'étais la première sur le rang pour aller voir comment est-ce que ça se passe. Mais voilà, c'est leur croyance. Bon, je peux que respecter parce que je ne peux pas dire ils ont tort ou moi je suis dans la raison parce que personne a le monopole de la connaissance. Mais j'étais très marquée, vraiment marquée, et cela m'a inspirée de faire une peinture sur ça. D'ailleurs, l'une des tableaux qui fait 2 mètres carrés, et je l'ai intitulée Famadiana. Mais c'est une peinture qui est très très forte, visuellement parlant, et il faut être un esprit ouvert pour comprendre ce que je fais. Je pense que vous l'avez dit, c'est pas un procédé qui est sans risque, puisqu'en 2015, vous avez subi un accident lors d'une performance. Vous avez été brûlé vous-même? Oui, c'était lors d'une performance. C'était en plein tournage d'un film. Bon, moi, je fais pas vraiment trop de performances, mais quand j'en fais, c'est pour faire revivre une époque où, au Congo, il y avait de femmes prêtresses. Voilà, elles étaient comme des guérisseuses qui soignaient par l'esprit. Alors, ces femmes-là, on les appelait le Maman Mbikoudi. Maman Mbikoudi. Donc, elles étaient prêtresses qui se promenaient dans la ville de Kinshasa à l'époque. Elles sont habillées généralement en tenue blanche, une robe blanche, avec une corde sur la hanche et puis avec une cloche. Quand elles passaient, elles faisaient sonner cette cloche-là et toutes les familles qui avaient des problèmes de santé, des enfants, ainsi de suite,
quand ils attendaient cette cloche-là, vite, ils sortaient pour faire venir la prêtresse Maman Bikoudi. Alors, actuellement, ces dames-là, elles sont portées disparues parce que c'est la religion qui est venue étouffer tous ces pratiques ancestrales. Alors, ma performance était justement pour revivre un peu ces moments-là. Donc, c'est comme une artiste qui déterre, qui fait ressortir sur la surface de la terre une groupe de femmes qui existaient mais qui n'existent plus. Alors, je m'étais déguisée en eux. C'était très chaud parce que il y avait plein de gens. Rappelez-vous, tout au début, quand je vous ai dit que chez nous, les Congolais, quand on ne comprend pas quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On dit tout simplement que c'était la sorcellerie. Voilà. Alors, j'étais traitée de tout le nom, ainsi de suite. Et comme ma performance, c'est vrai, s'est terminée dans une pièce à la maison où il y avait l'installation. Et par imprudence, comme j'avais du raffia sur moi et puis il y avait des lampes qui étaient à côté, et comme le raffia est flammable, ça a pris feu. Et comme chez nous, il n'y avait pas de l'eau. Alors, je me suis mis en train de brûler. Donc, ça revient un peu l'histoire où en Europe, on brûlait des sorcières. Donc, après, je me suis brûlée. C'était grave, mais bon, voilà, c'est la vie. Et j'ai sais l'odeur de la mort parce que j'étais déjà morte. Mais il y a un pouvoir suprême, quelqu'un de très, très fort qui m'a maintenue en vie. Et aujourd'hui, j'y suis en face de vous en train de faire l'émission. Mais en même temps, ça, comme j'ai dit, j'ai rebondi sur les drames qui m'arrivent. Pour ceux qui pensent que je suis une sorcière, ils venaient me demander, mais écoute Géraldine, paraît-il que c'est toi-même qui as manigancé ton accident, tu l'as préparé. Alors moi, je l'ai regardé pour amuser un peu la galerie avec eux. Je les encourageais en disant, mais bien sûr que oui, vous savez que de temps en temps, il faut vous brûler la peau. J'avais besoin de changer la peau. Comme j'ai brûlé l'ancienne peau maintenant, j'ai une nouvelle peau. Donc, c'est un peu ça, mais ça m'a beaucoup aidé. Pendant que j'étais convalescente, j'ai fait 1 année et demie. J'étais très convalescente parce que toute la partie postérieure était endommagée. Les dos, derrière fesses, derrière cuisses. J'avais perdu la sensibilité. Je ne savais plus m'asseoir. Parce qu'à chaque fois qu'on essayait de me faire asseoir, j'avais la peau qui se déchirait rapidement comme ça. Ça m'a permis quand même de revoir beaucoup de choses aussi. Donc, c'était comme un enseignement, voilà. Et quand j'ai repris la force, et mon travail a pris encore une autre forme. Mhm. Ouais. Quelle était la nouvelle direction de votre travail à ce moment-là? Comment est-ce que ça a fait changer votre travail? Alors, je dirais que j'ai commencé à travailler sur le corps, le forme corporelle, parce qu'au début, c'était des formes corporelles, mais beaucoup plus abstraites. Mais maintenant, là, je travaille vraiment de formes, mais quand même bien, c'est pas toujours classique, parce que c'est un peu folle, mais... Vous évoquez parfois le terme Kalunga. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que ça veut dire? Ah ben, avec plaisir. Kalunga, c'est une appellation d'un peuple du Bas-Congo. C'est une province au Congo. Et c'est la façon, ce peuple-là qualifie l'être suprême. Vous voyez, par exemple, chez les chrétiens, l'être suprême, on l'appelle Dieu. Chez les musulmans, Allah. Chez les témoins de Jéhovah. Voilà, maintenant, chez ces peuples-là, c'est Kalunga. Chez un autre peuple de chez moi, du Kasaï, et chez Vidjumunkulu. Voilà, c'est lui qui est plus grand. Alors, en même temps, les mots Kalunga, ça signifie tout simplement quelque chose qu'on ne voit ni la fin ni le début. Donc, c'est quelque chose qui part au-delà, au-dessus de tout, voilà. Est-ce que ça peut être aussi un sentiment qu'on a en regardant une œuvre d'art, par exemple? Ben ouais, parce que vous le verrez, ces œuvres, c'est... Pour moi, présenter les Kalunga ici à Bruxelles, pour moi, c'est une façon de présenter cette spiritualité, mais sous une autre forme.
Et ici, quand je parle de la spiritualité, je ne parle pas de religion, mais je parle de la spiritualité, quelque chose qui se passe à l'intérieur de chaque individu. Votre exposition à Bruxelles, elle se passe pas n'importe où, puisqu'elle a lieu à la Lever House, qui est quand même un lieu assez emblématique de la colonisation belge au Congo. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait d'être la première, en plus, à exposer dans un lieu comme celui-là? Je me sens honorée, mais en même temps, je me sens aussi responsable parce que vous et moi, on est au courant de l'histoire coloniale entre le Congo et la Belgique. Ce n'est pas facile de digérer la chose, mais étant qu'artiste, si je peux parler, là c'est moi-même. Je dirais qu'on ne peut pas changer le passé, mais plutôt on peut s'inspirer du passé, construire quelque chose dans le présent pour que le futur soit meilleur. Et en même temps, dans cette spiritualité que j'ai intitulée Kalunga, ça m'a appris, et à mon tour, j'aimerais aussi le partager avec les autres, de faire un travail de transcender toute cette histoire du passé colonial. C'est un travail spirituel qui se passe dans la résilience, dans la réconciliation. Faire tout un travail de la personne interne, c'est ça. Mmh. Oui. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci Jeanne. Merci à vous d'avoir écouté Démêler les pinceaux. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à noter cet épisode et à nous rejoindre sur Instagram. À bientôt!